Je remercie Zachary pour sa force, son volontarisme américain. Là, franchement, dès le début, il m'a vraiment étonné de son énergie, de son enthousiasme. Bon, on va lancer le débat sur l'enseignement de saxophone en France. Je dis juste qu'on a à peu près 1 heure et vous imaginez qu'on va pas clore le sujet, on va même pas faire le tour du sujet. C'est vraiment, j'espère que ce n'est qu'un début. On va amorcer une série de discussions et pour ça, je compte sur les personnalités présentes ici pour pouvoir renouveler ces séances. Je demande à Claude Delangue de démarrer et d'entamer ce débat. Merci. Je suis très impressionné parce que j'ai une tribune, j'ai un pupitre, voilà. Pirates des Caraïbes. Écoutez, d'abord, moi je me réjouis beaucoup que ce travail ait été entrepris et magnifiquement finalisé, parce que c'est un atout pour nous d'avoir un document supplémentaire et un document de qualité, notamment pour les professeurs. Et quand ce travail m'a été présenté par M. Banaï, j'ai été étonné parce que j'avais acheté ce livre d'Harry Thiel. Je ne me souviens plus exactement quand, je pense que c'était à Northwestern, à Evanston, pour le congrès de 1979. Je ne sais plus quel numéro il portait, celui-là. Ce que je sais, c'est l'année de mon mariage, donc je me souviens très très bien. Et donc, j'avais trouvé ça dans une librairie spécialisée lors du congrès. Et j'avais acheté, comme on achète, vous savez, quand on a l'occasion, j'avais acheté ce document comme... Voilà, sans d'ailleurs connaître vraiment Harry Thiel moi-même. Est-ce que je l'avais rencontré? J'en sais rien, parce que moi je ne l'avais pas vu faire ni une conférence, ni même un concert. Je n'ai pas sa sonorité dans l'oreille. Mais en tout cas, quand je suis rentré à la maison, j'avais été très intéressé par ce que j'ai dit d'ailleurs en préfaçant la traduction française, c'est-à-dire que et ça pourrait ouvrir, je crois qu'en fait, on ne va pas faire une conférence sur la pédagogie du saxophone en France. Je veux dire, effectivement, ça prendrait beaucoup de temps et je pense que ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est quelle est la perspective en France d'une méthode comme celle-ci et comment est-ce qu'on répond déjà à ces perspectives ou est-ce qu'on n'y répond pas suffisamment, à quel public ça s'adresse exactement. Et ça, bon, moi je vais dire un peu mon point de vue, mais après on est libre de le partager ou d'avoir d'autres points de vue sur cette utilisation, parce qu'un outil c'est fait pour être utilisé, donc ça s'adresse à un certain type certains profils, et en fait situer justement l'école française par rapport à ce livre-là. Moi je me dis, bon, j'ai eu la chance moi de débuter la musique dans l'époque Malraux, où il y avait une ouverture de l'argent pour la culture, il y avait une vraie volonté politique d'augmenter la vie des conservatoires. Les conservatoires étaient en pleine croissance. Je ne sais pas quelle était la proportion du budget de la culture par rapport au budget de l'État. Est-ce que c'était le 1% de langue? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, moi ce que je sais, c'est que si j'ai débuté la musique, c'est que ça ne coûtait rien. Mes parents n'auraient pas eu les moyens de m'envoyer dans une école privée. Je me souviens que ça coûtait 50 francs par an, l'inscription au conservatoire de Lyon, ce qui représente une dizaine d'euros aujourd'hui, c'est certainement beaucoup plus à l'époque, on va peut-être dire 100 euros pour l'année, et avec la possibilité d'avoir un instrument prêté. Bon, j'avais la chance que mon papa, au bout de quelques mois, m'achète un saxophone Selmer, Marxis bien entendu. Donc c'était une situation très privilégiée où les conservatoires s'ouvraient, où pour ce qui concerne le saxophone, les élèves de Marcel Mule accédaient à des postes importants. Mon premier professeur, Serge Bichon, ton premier professeur, Monsieur Desmond, à Lille, à Roubaix, donc était aussi dans cette mouvance. C'était des jeunes professeurs. Bichon avait à cette époque-là une trentaine d'années, donc ils venaient d'avoir leur poste. Donc les principaux postes en France étaient occupés comme ça par des élèves de Mule. Et moi, je parle de mon parcours parce que ça permet de situer un peu les choses par rapport à aujourd'hui. C'est que mon papa m'avait toujours dit qu'on ferait de la musique, puis finalement, ça, je ne commençais pas, il voulait que je fasse du violon. Et ça a été un peu raté, parce que moi, je ne voulais pas du tout jouer du violon, je voulais dans quelque chose. Donc, le saxophone, c'était un instrument qui était présenté comme vraiment une nouveauté des enseignements des conservatoires. Donc, ça m'a intéressé, mais je me pose la question, à cette époque-là, et la question est à se poser pour aujourd'hui, quelle était la possibilité pour
débutants en musique de jouer du saxophone, de jouer de la musique, sans être dans un parcours scolaire. Parce que Zachary nous a présenté l'enseignement de la musique aux États-Unis pour des gens qui suivent une filière totalement scolaire, le collège, le lycée, l'université. En France, c'est pareil, quand on a le bon âge au bon moment, en fonction de son appétit musical, bah, tout va bien. Mais si on situe les choses par rapport à cette bonne traduction de M. Banaï, c'est quel est le public? C'est un livre, est-ce qu'on m'a confié ce livre? Vous l'avez, certains d'entre vous l'ont entre les mains, peut-être, non? Vous l'avez déjà parcouru, vous avez déjà, non? C'est donc, vous venez pour le découvrir. C'est un livre qui m'a beaucoup intéressé parce qu'en fait, comme l'a dit Zachary, qui présente absolument tous les aspects de la technique de l'instrument, mais aussi de l'acoustique de l'instrument, mais aussi de la facture de l'instrument, un peu du répertoire. Ce n'est pas un livre qu'on peut confier à un petit élève, parce qu'il y a beaucoup à lire, en anglais ou en français, beaucoup à lire, donc ça s'adresse, pour ce qui est de ce que moi j'en évalue, c'est à la fois le livre parfait pour un étudiant adulte qui débute, donc votre situation, ce qui était votre situation, et la question c'est quelle place on accorde aux amateurs, à la pratique amateur en France. Ça c'est quand même une question très importante qui se repose aujourd'hui, qui était autrefois, moi quand j'ai débuté à Boulogne, pour citer mon cas, à Boulogne, à Angoulême, mon premier poste, il y avait, on m'avait prévenu, tu sais, il n'y a pas encore beaucoup d'élèves en saxophone, il va falloir que tu acceptes des adultes. Et c'était un peu suivi comme une punition. J'ai des adultes, moi en fait ça a été une grande joie, j'ai découvert que c'était extraordinaire parce que des gens très enthousiastes, hein, on a la confirmation, très enthousiastes, qui veulent le jouer, qui ne travaillent finalement pas beaucoup, mais qui ont beaucoup d'appétit et on découvre comme ça au fond on reçoit beaucoup d'énergie et puis ça permet aussi de travailler avec des profils extrêmement différents. Bon, moi je peux citer un cas, j'ai eu la chance, on peut dire, de faire travailler le saxophone à un garçon atteint de trisomie 21, et c'était une expérience absolument qui reste un événement dans ma carrière de professeur. Et donc en fait, ce qui est une punition, qui peut être ressenti comme une punition pour un professeur, en fait, c'est un grand enrichissement, c'est une question qui se repose aujourd'hui, parce que on voit quand même un désengagement des familles quant à l'éducation musicale. Ça coûte cher, d'accord, mais c'est pas seulement ça. C'est que ça demande beaucoup de temps. C'est chronophage, comme on dit aujourd'hui. Ça prend du temps de s'occuper d'un enfant, d'accompagner le mercredi, de jouer au taxi tout le temps, d'être chauffeur taxi pour ses propres enfants. Et bien, il y a des classes qui ont des problèmes, finalement, si les professeurs ne se sont pas suffisamment investis dans la promotion. Et donc là, finalement, c'est une porte ouverte. On voit une porte ouverte quand même pour un enseignement à des personnes qui, de toute évidence, seront des bons amateurs, des gens qui aiment la musique et qui ont envie de pratiquer la musique, pas seulement de l'écouter. Et je pense que ce livre-là est vraiment un outil extraordinaire qui, en dehors peut-être du livre de Bruno Totaro, le livre de Bruno Totaro est intéressant parce que c'est apprendre à jouer du saxophone tout seul, c'est dans une collection dans lesquelles les ouvrages sont uniquement cette vocation-là, apprendre tout seul. Là, je pense que, et là, M. Banaï peut nous le confirmer, on peut effectivement avoir un point de vue généralisé sur l'instrument et débuter un peu tout seul, à condition peut-être d'avoir un tout petit peu de répertoire à côté, parce que c'est peut-être aussi le reproche qu'on peut faire à cette méthode, de peu présenter très très peu de musique, des exercices, mais peu de musique, un petit peu de répertoire, enfin, je ne connais pas par cœur, mais c'est... Et l'autre question, c'est à quel autre public? Et bien moi, je dirais aux étudiants professeurs. Et il y a un autre ouvrage que je conseille, moi, aux futurs professeurs, c'est la méthode pour les débutants de Jean-Pierre Cans. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est édité chez Biodo. Si on confie ça à un débutant de 9 ans, bon, il ne va pas jouer beaucoup de musique, parce qu'il y a très peu de texte. En revanche, il y a des conseils extraordinaires, ce que doit être un cours, quelle culture donner via l'étude d'un instrument à un élève, et ça, ce sont des éléments très formateurs pour un futur professeur. Et cette méthode-là, elle a en plus l'avantage de l'esprit américain. Et ça, vous l'avez dit, l'un et l'autre, de manière... Et moi, je voudrais insister un peu là-dessus, parce que ça, c'est franchement une chose qui manque radicalement dans mon enseignement, dans notre enseignement en France. On part souvent du principe que les choses sont sues, ou qu'on en parlera plus tard, ou que c'est pas non plus le sujet de la leçon de parler d'acoustique musicale, ou de tous les points de vue de l'histoire de l'instrument.
il me semble qu'aux États-Unis, ce mariage dans une classe d'instruments entre des personnes qui se destinent quand même à être des musiciens ou qui essayent, en tout cas, sans le savoir avec certitude, et puis des gens qui savent très bien, qui sont là en médecine ou dans d'autres disciplines, mais qui font en complément un peu de saxophone, eh bien ce mélange-là fait que tout le monde essaye d'apprendre au maximum les uns des autres. En tout cas, il y a cette espèce de partage social qui n'existe pas tellement dans nos classes en France. C'est culturel, je dirais, ça dépasse bien la musique, hein, bien sûr. Et bien cet ouvrage peut-être remet les pendules à l'heure pour nous, parce que on voit arriver, et je pense que Jean-Yves, je ne sais pas ce que tu pourras peut-être en dire, mais on voit arriver des personnes qui jouent magnifiquement du saxophone, sur des niveaux supérieurs, confirmés, mais ont des grosses lacunes, des gros pans, ne connaissent pas, rien d'acoustique musicale, rien du tout, l'histoire du saxophone, très très peu, des questions de, je sais pas, arranger une hanche, etc., des choses qui nous paraissent anecdotiques. Mais qu'est-ce qui est vraiment, quand on veut vraiment se dévouer à un instrument, est-ce qu'il y a quelque chose d'anecdotique? Ben, finalement, tout est utile à tout. Et c'est un peu gênant quand on arrive à un niveau supérieur et qu'on s'aperçoit que finalement, on maîtrise très très bien les choses là. On a une bonne culture aussi, bon voilà, mais ben, il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas. Alors bon, il y a des très bons cours de pédagogie, il y a plein, on peut apprendre des choses en lisant des livres, et c'est vrai, mais c'est intéressant d'avoir dans un même recueil, ça c'est la qualité de cet ouvrage, finalement, et puis les choses dites de manière un peu, je vais dire presque enfantine. On n'ose pas, avec un élève dans un conservatoire, voire même dans une école de musique, puisque bon, certains d'entre vous m'ont dit attention, une école de musique, non, c'est plus bas. Moi, je ne fais pas tellement de différence. Il n'y a pas tellement longtemps, ça s'appelait École nationale de musique, donc conservatoire qui s'appelle maintenant CNR puis CRR, les creux. Bon, c'est pas bon. Là où on apprend la musique, un lieu où on apprend la musique. En fait, moi, je crois que tout est vraiment important dans la connaissance d'instruments, et surtout le côté très scolaire et très méthodique de l'enseignement américain n'est pas absolument répandu chez nous, quoique, comme le disait Zachary, d'un point de vue instrumental, jeu instrumental, là on est, je dirais qu'on est assez performant. Mais exclusivement sur ce qui est répertoire, musicalité, embouchure, etc. Mais est-ce que c'est la question? Alors c'est une question, j'ouvre le débat, après moi je ne veux pas assurer un monologue trop long. Est-ce que c'est parce qu'on accorde peu d'importance, bien que ça soit renforcé ces dernières années, sur l'écrit? C'est-à-dire qu'aux États-Unis, depuis longtemps, le système d'éducation musicale par le système universitaire, c'est-à-dire bachelor, licence, master, doctorat, eh bien, il faut passer d'un cran à l'autre quand même, il fait des commentaires. Moi j'ai participé notamment, je me souviens que j'étais allé enseigner chez Bill Street, c'est au Canada, mais c'est la même mentalité finalement. Où est-ce qu'il enseigne Bill Street? Enfin, c'est pas Vancouver, non, c'est dans le milieu du Canada. Edmonton. Edmonton, voilà, merci. À Edmonton, il y avait une classe, ça m'avait étonné, c'est qu'en fait, c'était une classe commune où les élèves avaient comme mission d'écouter leurs petits camarades et de faire un commentaire comme s'ils étaient son impresario. Alors ça ferait beaucoup de bien si on répondait, il faut défendre ce qu'on a entendu. Donc ça, c'est des systèmes éducatifs qui sont vraiment très très différents de nous, très encourageants. Bon, avec des bémols, des gros bémols, parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que tu as cité cette question du coût, mais une université qui a quelqu'un qui paye, je veux dire, elle accepte la personne. Je veux dire, la question d'argent est prioritaire, on va dire, en fait, surtout au niveau bachelor. Bah, tu me casses si c'est pas vrai, hein, mais ça dépend où aussi. C'est vrai que le niveau est quand même important, mais il est vrai que moi j'ai été surpris, on est plusieurs ici à pouvoir témoigner ça. C'est vrai que les niveaux sont très disparates. On est surpris par ça, très. Il y a toutes sortes de niveaux, toutes sortes d'appétits. On est habitué, nous, dans une classe, à avoir, en fonction du niveau identifié, un niveau qui se tient. Voilà, c'est une première année d'enseignement supérieur, ou c'est le niveau élémentaire. Les gens ont à peu près les mêmes profils au même niveau. Et ça a des qualités, ça a des conséquences, peut-être de spécialisation chez nous, peut-être moins de pratique collective, ça on le sait très bien, moins de pratique de chambre, quoique le bouquin de narrative d'art du saxophone ne met pas un accent majeur sur la pratique collective. C'est plutôt vraiment le gars qui est tout seul et qui apprend à jouer de son instrument. Donc,
voilà, je vais arrêter mon bavardage parce que sinon je peux parler toute la nuit et vous allez dormir avant que je m'arrête. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est les questions, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et à quel niveau on s'occupe du musicien qui est concerné par une méthode comme celle-ci. C'est-à-dire du musicien qui, globalement, est un peu envie du saxophone. Il passe dans un magasin, il rêve de se payer ce magnifique instrument, parce que quand même, ça reste un rêve du saxophone. C'est pas vrai, Patrick? C'est quand même un rêve extraordinaire. C'est super, c'est vraiment génial le jeu du saxophone. Et aujourd'hui, il y a quand même un vrai public potentiel, amateur, qui est un peu laissé dans la nature, souvent, lâché pour compte. Et là, mon collègue pourra, je sais pas, dans certaines écoles, je pense qu'on s'intéresse peut-être plus particulièrement à ce profil. Et donc voilà, qu'est-ce